bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir, nous recevons Belinda Cannon qui a sorti un livre début septembre qui s'appelle un livre, un récit, Le nouveau nom de l'amour chez Stock. Pour l'interroger ce soir, nous avons Laurent Layet de la librairie Brouillon de Culture à Caen. Avant de vous laisser la parole pour converser sur ce vaste sujet, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions à Belinda par mon intermédiaire en utilisant le petit bouton converser et je reviens à la fin pour les poser. Laurent, Belinda, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Laurent. Bonsoir Belinda, comment vas-tu? Très bien, j'ai hâte. Très bien. Bon, moi j'ai un petit décalage de son et d'image par rapport à toi. Je ne sais pas ce que ça va donner pour les personnes qui suivent la rencontre. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème majeur, que ça restera un peu ergonomique. Décidément, Belinda, on ne se quitte plus parce qu'on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps à Caen, la grande bibliothèque Alexis de Tocqueville. Alors, on était à l'époque en présentiel, si j'ai bien compris. On est aujourd'hui en distanciel. D'ailleurs, on avait des masques pour assurer un peu de distanciel. Là, je parle à l'experte avant de commencer à parler de ton dernier livre. Tu es quand même l'auteur de 3 dictionnaires super importants qui sont derrière moi, tu vois. Le dictionnaire des mots manquants, le dictionnaire des mots en trop et le dictionnaire des mots parfaits. Et ces mots-là de présentiel et de distanciel, je ne sais pas s'ils datent du confinement, mais en tout cas, ils ont été fortement popularisés. Est-ce qu'ils sont déjà rentrés dans les dictionnaires? Je ne sais pas, mais lequel de ces 3 dictionnaires tu les mettrais? Oh, j'aurais tendance à les mettre dans les mots en trop, parce qu'ils n'évoquent vraiment rien d'agréable, puisqu'ils évoquent cette époque de Covid et de couvre-feu et de confinement, donc rien de très agréable. Bon, très bien, mais c'était juste une petite mise en bouche. Et puis pour rappeler aussi que tu fais plein de choses, dont ces dictionnaires. Mais on est là pour parler d'autre chose. On est là pour parler de ton dernier livre. Et de quoi parle-t-il, ce dernier livre? Il parle de l'amour, du nom qu'il avait avant et du nom qu'il aurait aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'amour ne nommerait plus la même chose que ce qu'il nommait auparavant. Et pour parler comme Badiou, c'est bien que moi j'aime beaucoup son petit éloge de l'amour, de quoi l'amour est-il aujourd'hui devenu le nom? Alors nous allons en parler car ton livre parle. Tu parles. Tu parles avec une certaine Gabrielle, dont tu nous feras prendre connaissance, avec qui tu converses tout le livre durant. Et c'est au fil de cette conversation, de ce dialogue, que tu déploies ta thèse sur ce nouveau nom de l'amour. Je te reconnais un petit peu là, parce que cette construction me fait penser à ta Pénélope. Alors la Pénélope, elle est là, Pénélope, voilà, la tentation de Pénélope. C'est un livre que tu as écrit en 2010 et lors de sa parution en poche l'année dernière, tu as rajouté un très beau chapitre très intéressant après l'affaire MeToo. Et dans cette Pénélope, là, tu laisses aller tes pensées. On croit que tu divagues complètement. Elles sont éparses, mais elles sont captives quand même. Et à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, on s'est complètement fait avoir, que ton truc est très, très construit. Alors, tu nous laisses un peu gambader comme ça. Il y a une espèce de légèreté dans le ton et dans la construction. Mais à la fin, on a quelque chose un argumentaire qui tient vraiment le coup et qui est vraiment convaincant. Donc, ton livre parle avec une certaine Gabrielle. Alors, peux-tu nous dire déjà qui est cette Gabrielle? Ah, ma chère Gabrielle, donc c'est l'interlocutrice de ce livre. C'est vrai que j'aime beaucoup mettre en scène la pensée sous des formes dialoguées pour des tas de raisons. D'abord parce que ça rend justement la pensée plus vive, plus fluide, et surtout parce que ça permet d'intégrer dans le cœur même du raisonnement, ça permet d'intégrer le doute, la contradiction, la nuance, la voie de traverse, etc., etc. Donc, ma Gabrielle, dans ce livre, eh bien, c'est l'interlocutrice de la narratrice. C'est une femme beaucoup plus jeune qu'elle et qui est aussi bisexuelle. Donc, elle incarne un peu pour moi la jeune femme d'aujourd'hui, vraiment contemporaine, et qui met son grain de sel à cette réflexion sur l'amour. Eh bien, nous allons donc en parler. Et première question, comment parler des livres qu'on a lus? Ça, c'est vraiment une vraie question. Alors, moi, je réponds toujours, il faut le lire, tout simplement. Donc, je te propose de lire ton livre. Alors, pour la première fois que je l'ai lu, je l'ai pris et puis ça a commencé comme ça. Après m'être longtemps intéressé au désir érotique, qui est la manifestation la plus brûlante du désir général de vivre,
Un jour, j'ai réalisé à quel point ces descriptions se ressemblaient à travers le temps. Flamme, enthousiasme, avidité, joie, émerveillement. Ce qui fait dire à mon ami Gabriel, avec un soupçon de dépit, que pour ma part je n'y mettrai pas, la nouveauté finalement, c'est toujours la même chose. Si l'on s'est toujours étreint à peu près de la même manière, me suis-je alors demandé qu'est-ce qui a changé dans l'amour au fil des siècles? Question trop large. Qu'est-ce qui a changé dans le couple? Voilà. Face à la relative stabilité du désir charnel, la conception du couple, elle, s'est beaucoup transformée. On ne s'unit plus pour les mêmes raisons, ni de la même manière au fil du temps, car l'union dépend d'un état de la société, des lois et des mœurs, et est ainsi associée à une façon particulière de comprendre la femme et l'homme, la famille et la sexualité, et d'envisager l'amour, sa nature et son rôle. Et là, ne me demande pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis arrêté de lire, et j'ai lu la dernière page. Tu peux toujours me demander pourquoi, je ne sais toujours pas ce mystère. Mais c'était une très bonne idée. C'est celle-là. C'est assez saugrenu, c'était la première fois que ça m'arrive de lire un livre de cette manière, c'est assez drôle. J'ai quand même dit à Gabriel, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la féminité et de la masculinité dans les années à venir, mais je suis certaine qu'elles se négocieront ensemble. Pas de féminisme sans réflexion sur l'amour entre les sexes, sauf à tomber dans l'abstraction. Le mouvement d'émancipation des femmes et le développement d'une conception égalitaire du sentiment amoureux sont comme le recto et le verso d'un même élan, se renforçant mutuellement. Dehors, le ciel changeant, traversé de nuages fantasques, m'a surprise. Le printemps couronnait de feuilles vert tendre le vieux tronc des tilleuls. J'ai marché le long du fleuve, partout des couples. Certains s'embrassaient, d'autres parlaient passionnément, d'autres encore regardaient l'eau en silence. Savaient-ils qu'ils étaient en train de réinventer l'amour? Alors, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a entre ces deux pages, Belinda. Et à les lire, on sent que non seulement tu vas essayer de nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire et là où on en est aujourd'hui, mais en même temps, on sent aussi que ta plume cherche une bienveillance, un équilibre, une bienveillance, je crois que c'est le mot qui convient, dans le rapport homme-femme. C'est quoi l'intention du livre? Et bien, l'intention du livre, justement, c'est ça. C'est d'abord d'interroger l'amour. Parce que, comme tu l'as lu dans ce début de texte, le désir, finalement, le désir charnel, on s'aperçoit en lisant à travers le temps, on s'aperçoit que c'est toujours un peu la même chose. Finalement, le désir charnel se ressemble à lui-même à travers le temps. Et pourtant, c'est pas très difficile de s'apercevoir que l'amour, le couple surtout, le couple a beaucoup changé, a pris des formes diverses. Et l'amour n'a pas toujours tenu le même rôle dans ce couple et n'a pas toujours été semblable à lui-même, justement. Donc, je me suis mise à chercher, dans cette perspective, je me suis mise à chercher ce qui avait bien pu changer dans l'amour et dans le couple. Et comme tu l'as souligné en lisant la dernière page, bien entendu, on ne peut pas comprendre ce qui a changé dans le couple et dans l'amour si on ne s'intéresse pas aussi à la condition des femmes telle qu'elle a évolué à travers le temps. Un minimum d'égalité homme-femme, c'est le démarrage possible de l'amour tel qu'on le connaît en Occident. Et ensuite, au fil du temps, eh bien, cette égalité qui va se construire à partir plutôt de la fin du 19e, cette égalité va permettre des modifications étonnantes sur le couple tel qu'on le conçoit et sur évidemment toutes les lois qui caractérisent le couple. Et je te propose de partir de ce que tu écris aussi au tout début de ton livre pour bien qu'on comprenne la scission entre différentes périodes sur lesquelles tu as travaillé tout au long du livre, notamment au travers de l'histoire de la littérature. Notre situation affective est donc la suivante. D'un côté, le modèle de l'amour pour toujours, dominant nos représentations depuis le mariage chrétien. De l'autre, l'injonction à vivre dans et avec le désir. Mais les temporalités asynchrones du désir charnel et du sentiment font dire à la plupart de ceux qui se penchent sur la question du couple contemporain qu'il y a là un problème. N'est-ce pas d'ailleurs l'aspect problématique de ces désirs contradictoires, brûlés et durés, qui suscitent de nombreuses réflexions sur l'infidélité, sur la tromperie, auparavant considérées comme des fautes? Ces écarts témoignent du double souhait de maintenir le couple tout en vivant les joies du désir charnel. Mais comment les penser? Comment les interpréter à l'aune de l'éthique? C'est sans doute pourquoi la plupart de ceux qui évoquent le couple en parlent comme d'un modèle en crise et soulignent ses difficultés. Et si cette façon de considérer la précarité du lien témoignait non d'un problème en soi, mais d'un moment historique, d'une nouvelle métamorphose à laquelle s'ajoute l'inconfort d'une phase de transition?
Donc, c'est bien d'une transition qu'il s'agit et on va essayer de traquer transition entre quoi et quoi. Exactement, parce que si on lit les livres, les essais qui sont publiés aujourd'hui sur le couple et sur l'amour, on a l'impression d'entendre une grande déploration et que l'amour n'irait plus et que le couple ce serait pas ça et toutes sortes de plaintes qui concernent le couple. Et moi, je crois profondément que, en réalité, ce qui se joue, c'est que nous en sommes à ce que j'ai appelé en effet une phase de transition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phase de transition, hein? Et je précise, c'est la transition qui nous donne l'impression de la crise. Ce n'est pas le couple en lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phase de transition? Je crois que c'est le moment où les représentations, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de l'amour, ne correspondent plus avec ce que nous faisons. En d'autres termes, aujourd'hui, il me semble que nous en sommes toujours à avoir des représentations qui datent d'époques très antérieures, et ces représentations nous invitent à concevoir l'amour pour toujours. Et puis, il y a d'un autre côté, en face de ces représentations, il y a ce que nous faisons concrètement. Et là, ce que nous faisons concrètement, ce n'est pas du tout le pour toujours, puisque aujourd'hui, il y a autant de séparation que d'union en gros. Hein, la séparation est devenue, pas inéluctable, mais en tout cas, elle est devenue un élément de la vie affective. Alors voilà, divorce entre ces représentations et ces pratiques, et c'est là qu'on a l'impression qu'il y a une crise. Mais peut-être que ce qu'il faut, simplement, c'est mettre en harmonie nos représentations et nos pratiques. Et mon livre, au fond, essaye de donner une pierre à cette construction, à cette reconstruction de nos représentations. Donc, j'ai essayé de travailler sur les représentations de l'amour aujourd'hui. Mais pour comprendre tout ça, bien évidemment, tu en fais l'histoire. Donc, tu parles d'un moment fondateur, du mariage chrétien, le mariage romain et chrétien, dans lequel finalement l'amour n'a pas sa place. Tu fais une très belle évocation de ça par l'illustration de Tristan et Iseult, où finalement, dans cette histoire-là, on s'aperçoit que pour que l'amour puisse trouver une voie, une issue, il doit ruser. Oui, Tristan et Iseult, c'est vraiment un mythe très, très important et très intéressant. C'est un mythe important parce que c'est le mythe vraiment fondateur de l'amour en Occident. Si on se représente l'amour, on pense à Tristan et Iseult. Quelle est leur particularité? Ça, on l'oublie, la particularité. La particularité, c'est qu'ils ont bu un filtre magique. Et c'est pourquoi ils s'aiment indéfectiblement. Mais hélas, nous n'avons pas de filtre magique. Donc nous avons fondé notre vision de l'amour autour d'un mythe qui dispose d'un élément, un ingrédient, je dirais, vraiment capital, qui est le filtre magique. Donc Tristan et Iseult, très beau, très belle... très beau rêve de l'amour qui a beaucoup servi, qui a été très lu, repris, commenté, etc. Mythe d'ailleurs très intéressant aussi parce qu'on constate que Tristan et Iseult sont dans des positions très égalitaires. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un mythe qui remonte quand même au XIIe siècle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Iseult n'est pas moins intelligente, pas moins comment dire, n'est pas moins rusée, en effet, maligne que Tristan. Ils sont à égalité vraiment dans l'adversité qu'ils vont traverser, puisque Iseult va épouser le roi Marc, et donc on va se retrouver dans une situation triangulaire. Et ça aussi, c'est intéressant dans le mythe. Le mythe ne raconte pas seulement une histoire d'amour pour toujours, il raconte aussi la triangulation qui va nourrir toute la fiction pendant 12 siècles au moins, c'est-à-dire un mari, en l'occurrence un mari, un amant et une femme. Oui, mais c'est bien la preuve que le mariage finalement bloque l'amour. L'amour, pour pouvoir s'épanouir, il est hors mariage et il doit ruser vis-à-vis de lui. Ça a été vrai longtemps. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit en travaillant justement sur la fabrication de la doctrine du mariage chrétien, c'est une fabrication qui prend beaucoup de temps, puisque la doctrine chrétienne du mariage n'est
au point qu'au XIIe, XIIIe siècle, donc ça fait déjà 12 siècles que les clercs, les hommes d'église s'interrogent sur le mariage et essayent de mettre au point cette doctrine. Et que dit cette doctrine? Eh bien, elle dit que le mariage est indissoluble. C'est une invention du mariage chrétien que de le penser indissoluble. Mais vous imaginez bien que ça va entrer dans nos représentations pour très longtemps et qu'en réalité, ça y est même toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on traîne ce rêve parce qu'il ne faut pas oublier que les représentations de l'amour, ce sont des représentations de nos rêves, de nos rêveries sur l'amour. Et bien dans ces rêveries, il y a cette idée du pour toujours qui est encore active comme rêverie. En tout cas, historiquement, ça a servi. Tu le notes dans certaines de tes pages. Il s'agissait aussi de faire société, comme dit Lévi-Strauss, et que ce système conjugal et familial de, comment dirais-je, de recherche de stabilité avait un rôle social, a eu un rôle social, cherche toujours peut-être à avoir un rôle social aujourd'hui évident. Tu parles de l'indissolubilité. Tu cites l'article de l'encyclopédie, c'est remarquable, sur ton chapitre consacré à l'indissolubilité. Le mariage est un engagement indissoluble. L'homme sage frémit à l'idée seule d'un engagement indissoluble. Les législateurs qui ont préparé aux hommes des liens indissolubles n'ont guère connu son inconstance naturelle. Combien ils ont fait de criminels et de malheureux. Ça date de 1766, un article de l'encyclopédie, je suppose, de Diderot et d'Alembert. C'est assez extraordinaire. On constate déjà à cette époque les drames que l'indissolubilité peut également engendrer. Oui, en même temps, l'article de l'encyclopédie, il est déjà très tardif par rapport à cette question de l'indissolubilité. Alors, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que le mariage est comment dire, est contraire à l'amour? Ça n'est évidemment pas ça, puisque, comme tu viens de le rappeler, le mariage est une institution sociale. Il était fait pour nous permettre de faire société. C'est un fait social. À quoi il sert? Il sert à transmettre le patrimoine et à assurer la filiation, à assurer la légitimité de la filiation. Je vous rappelle qu'on sait toujours qui est la mère, mais en revanche, on ne peut pas être certain de qui est le père. Le droit romain le disait déjà et le droit du mariage chrétien a repris cette idée. Donc, comment s'assurer de qui est le père? Eh bien, le mariage, c'est une institution qui garantit que les enfants, par la fidélité de la femme, que les enfants sont bien les enfants du père. Donc le mariage, institution sociale. Alors l'amour dans tout ça, c'est pas tellement qu'il est exclu, c'est qu'il n'est même pas envisagé comme tel. Quel amour? L'amour que j'appelle l'amour électif, c'est-à-dire cette forme d'amour qui fait qu'on tombe amoureux, qu'on choisit quelqu'un, choisir c'est un bien grand mot, mais qu'on tombe amoureux soudain de quelqu'un qui nous paraît absolument différent de tous ses semblables, et c'est celui-là ou celle-là et pas un autre. Cet amour électif, il ne fait pas partie du mariage chrétien. Et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier parce que depuis le 19e siècle, on croit qu'on se marie par amour. Mais c'est une invention extrêmement récente, le mariage d'amour. Ça a à peine 2 siècles. Auparavant, on se mariait pour des questions donc, de patrimoine et de filiation. Alors, qu'en était-il de l'amour dans cette affaire? Eh bien, c'était un amour que les chrétiens appelaient l'amour de charité, c'est-à-dire un amour qui résultait du mariage et non pas un amour qui provoquait le mariage. Et ça, c'est une grande différence. L'amour de charité, c'est cet amour d'estime, constitué d'estime, de tendresse, de bienveillance, qui naissait de la fréquentation assidue du mari et de la femme. Alors, qu'en était-il de l'amour électif? Parce que je pense, et on me suivra facilement là-dessus, l'amour électif a dû toujours exister dans l'histoire des hommes. Soudain, s'attacher, préférer quelqu'un à tout autre, j'imagine que c'est une donnée humaine fondamentale, anthropologique. Alors, où avait lieu cet amour électif? En tout cas, donc, je répète, pas dans le mariage. Et c'est le 19e siècle, la fin du 18e plutôt, et c'est pourquoi l'encyclopédie déjà aussi a à voir avec cela. À la fin du 18e siècle naît cette idée que les gens se marient par amour et que c'est ça le fondement
de leur mariage. Alors le mariage reste indissoluble, le mariage est toujours avec une obligation absolue de la fidélité des femmes, toujours pour garantir la filiation, mais n'empêche que quelque chose est en train de se modifier avec cette introduction de l'amour électif comme fondement, comme raison du mariage. Et justement, l'invention du mariage d'amour à cette époque, tu notes dans ton livre notamment deux inventions majeures qui vont lui permettre de se déployer. Un, l'invention du divorce. C'est très important ça, le divorce. Ça permet justement au couple de rester unis dans le temps d'un amour qui peut se terminer. Donc, tu parles du divorce presque comme une garantie de l'existence de l'amour au sein du couple. Et puis, tu parles d'une autre invention auquel on n'aurait pas pensé, mais qui effectivement est tout à fait symptomatique, c'est l'invention du voyage de noces. Si on fait un voyage de noces, si on veut partir, si on veut séjourner dans un lieu exotique ensemble et partager ce moment-là au moment du mariage, c'est bien qu'il y a une perspective différente de ce qui se passait avant. Et l'invention du mariage de noces, je crois que ça nous vient du tourisme anglais sur la fin de la deuxième partie du 19e siècle. Voilà, c'est des éléments importants qui permettent de nous fixer historiquement l'invention du mariage d'amour à cette période. Oui, absolument. C'est très contre-intuitif, mais je crois que l'invention du divorce, je dis invention, vous savez que le divorce a d'abord été inventé donc, par la Révolution française, qu'il a pratiqué pendant quelques années, puis dès que la Restauration est revenue, on a supprimé à nouveau le divorce, et donc il faut attendre véritablement 1884, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, pour que le divorce entre. Pas facilement, hein. Il y a eu des débats infinis et des empoignades, etc. Mais le divorce devient une pratique habituelle. Et évidemment, pourquoi on invente le divorce? Mais parce qu'on a inventé le mariage d'amour. Comment faire durer une union dans laquelle l'amour n'est plus là? Et c'est ça la question du divorce. Tant que le mariage n'est pas une affaire d'amour, on ne voit pas pourquoi il devrait cesser ou pourquoi il aurait la moindre raison de cesser. En revanche, si le mariage est une affaire d'amour, alors, avec la disparition de l'amour, eh bien, il faut avoir la possibilité du divorce. Donc, premier élément, en effet, qui nous montre que le mariage d'amour est important et est entré dans les mœurs, c'est le divorce. Et puis, ce petit voyage de noces, c'est une anecdote, mais elle est quand même très intéressante parce que ce qui se passe dans le voyage de noces, qui est en effet lié à l'invention du tourisme, hein, donc c'est le début, la première moitié du 19e, c'est des importations anglaises chez nous. Ce qu'il y a d'intéressant dans le voyage de noces, c'est pas seulement que c'est pas seulement exotique. Le voyage de noces, ça veut surtout dire que sitôt marié, le couple disparaît, s'échappe et va vivre sa nuit de noces d'abord, et va vivre sa vie, va vivre sa rencontre de couple ailleurs que sous le regard de la famille et du clan. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, évidemment, on se mariait devant la famille, devant le clan, et on s'inscrivait dans la lignée familiale. Avec le mariage d'amour, il n'est plus question de lignée familiale, puisque le patrimoine et la filiation passent au deuxième plan, ne disparaissent pas, mais passent au deuxième plan. Et donc, c'est le couple, c'est l'union des deux, c'est l'amour des deux, c'est le désir des deux qui va qui va dominer cette union. Et donc, on s'enfuit, on s'échappe et on va vivre ses premières nuits, ailleurs que sous l'œil de la famille. Il y a d'autres marqueurs que tu signales au XIXe siècle à travers la littérature. Tu cites Maupassant, tu cites le jeune Blum, tu cites Balzac, tu cites différentes œuvres ou remarques, notamment sur la sexualité féminine et sur le fait que qu'on puisse regarder les femmes aussi dans leur corps, parce que tu rappelles bien que quand même le 19e siècle va enfermer les femmes du côté du cœur et pas voir les femmes du point de vue de leur corps, et du coup elles sont comme dans un carcan. Et quelques propositions littéraires qu'on peut croiser ça et là dans le 19e siècle font poindre quand même une tentative de libération qui sera beaucoup plus importante après au XXe siècle. Oui, et comme je vois que le temps passe,
ça me permet d'annoncer, je dirais, au fond, la deuxième partie de mon essai qui essaye de comprendre la situation présente et qui essaye de comprendre les modifications de l'amour, parce qu'il ne suffit pas que l'amour soit entré dans le couple, il faut aussi que cet amour a aussi été traversé par un ingrédient tout à fait nouveau dans le couple, c'est la sexualité, c'est le désir. Et c'est là qu'on en arrive, en sautant un peu rapidement, mais c'est là qu'on en arrive à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui se passe à l'époque contemporaine? L'amour a changé. Je lui ai proposé un nouveau nom. En effet, j'ai proposé le nom d'amour-désir avec un trait d'union. Parce que la grande modification de la fin du XXe siècle, c'est que le désir est devenu une valeur. Le désir a été reconnu comme une valeur et aujourd'hui, il n'est que de regarder les magazines féminins, les kiosques de journaux et tout ce que vous voulez pour constater que le désir est devenu une valeur et qu'on se demande toujours comment le restaurer, rattraper, relancer, etc. Donc aujourd'hui, on n'imagine plus le couple sans désir. Et comme tu le disais tout à l'heure, le problème du désir, c'est qu'il n'a pas la même temporalité que l'amour. Est-ce que l'amour peut durer toujours? Oui, mais quel amour? L'amour incluant le désir, c'est plus compliqué puisque le désir, lui, la plupart du temps, a une durée de vie beaucoup plus brève que celle de l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'amour-désir est devenu la façon dont nous considérons l'amour aujourd'hui, et là, je ne milite ni dans un sens ni dans l'autre, enfin pas trop, je milite toujours pour qu'on reconnaisse la prééminence et la valeur du désir, mais maintenant, je n'y peux rien si le désir est devenu une valeur aujourd'hui. Si le désir a pris cette importance dans le couple, et bien évidemment, quand il disparaît, pourquoi prolonger? Comment faire tenir encore un couple dont le désir s'est absenté? Et c'est pourquoi j'ai proposé cette expression de polygamie lente. Je dis que nous sommes devenus des polygames lents parce que c'est une expression humoristique, évidemment. En réalité, polygame au sens où nous avons plusieurs partenaires, mais sauf que ce sont des partenaires successifs. Et là, on comprendra que, bien sûr, je ne parle pas de consommation sexuelle, que je ne parle pas de couples qui se feraient, déferaient tous les 2 ou 3 mois. Je parle de couples au long cours, c'est-à-dire de couples qui durent 5 ans, 10 ans, et puis qui se défont et qui se refont ailleurs. Donc, cette succession des couples qu'on constate dans de nombreuses existences, 2, 3, 4 couples au long d'une vie, est devenu le régime plus habituel de notre façon de faire couple. Et c'est là que je dis, que j'essaie de ne pas avoir un discours de déploration et que je dis, eh bien, admettons-le, si nous avons décidé, si nous reconnaissons implicitement que le désir est important et que donc nous sommes conduits à défaire nos couples en son nom, eh bien, admettons-le et ne considérons plus que c'est un problème, mais considérons que c'est le nouveau statut du couple. Je ne vous cache pas que j'ai parlé de l'amour-désir comme nouveau nom de l'amour, mais en réalité, quand cette idée du désir sera parfaitement intégrée à nos représentations, on pourra recommencer à dire tout simplement l'amour. Et ce sera toujours l'amour, sauf que ça n'est pas toujours l'amour. Vous voyez que c'est ce qu'on a essayé de dire pendant cet entretien. L'amour, en réalité, a changé. L'amour se transforme au fil du temps. Il inclut certains éléments où il prend une importance spécifique, comme raison du mariage ou pas, etc. Donc, ça n'est pas une... Finalement, contrairement au désir, l'amour, ça n'est pas une forme stable. Hein, il évolue vraiment à travers le temps. Et notamment, on n'a pas le temps de tout dire, mais notamment, il évolue grâce et en fonction de la condition des femmes qui, elles aussi, évoluent à travers le temps. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans cet essai. Je te rassure tout de suite, Belinda, l'amour-désir peut aussi durer toujours. J'en suis très contente. Voilà, je ne sais pas si je terminerai bien sur une jolie page sur l'amour-désir, justement. L'amour-désir est reconnaissance et assomption de l'altérité. Il n'enlève rien à l'autre, ne le dépouille ni le diminue. Et le plaisir réciproque lui confère une beauté supplémentaire. Ce désir en acte est création commune, comme une danse partagée, une œuvre à 4 mains, 2 voix, 2 corps, un accroissement de l'être.
En ce sens, il se distingue de la pulsion sexuelle solipsiste. Celle-ci, qui émane de moi-même, m'y reconduit instantanément au terme de son déploiement. La pulsion existe, nous portons une disposition à la rencontre sexuelle qui, lorsqu'elle ne trouve pas satisfaction, nous fait éprouver un manque. Mais elle est peu de choses face au désir adressé. D'une nature différente, celui-ci est le mouvement transitif, orienté vers un autre, élection et bienveillance, au sens le plus radical. Je peux le choisir contre moi-même. Ce grand désir qui inclut aussi bien l'attirance sensuelle et le jeu charnel que le sentiment d'amour et l'excitation intellectuelle a donc une valeur altruiste, tournée vers l'autre et par lui commandée. C'est magnifique, Belinda, merci. Merci. Me revoilà de retour. C'était passionnant de vous écouter. Vous avez mis un peu le trouble, Belinda, avec tout ce que vous avez dit là. J'ai l'impression que nos spectateurs sont un peu sous le coup, ils se demandent ce qui va se passer. Il y a d'abord une première question sur savoir combien de temps avez-vous mis pour écrire tout ça, le travail de recherche. Combien de temps vous avez mis pour... J'ai mis, disons que j'ai mis 8 mois ou 10 mois, mais il faut bien se rendre compte que ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis des années. Donc, il y a une partie, le vrai travail de nouveauté, ça a été justement le travail historique. C'est ça qui a été le plus lourd, si je puis dire, dans ce livre, le travail sur l'histoire du mariage et l'évolution du mariage sur quand même 18 siècles. Donc, c'était... Voilà. Pour le reste, les questions du désir, etc., j'y travaille depuis assez longtemps, donc c'était un peu en place, si je puis dire, dans ma tête. D'accord. Alors, Nicole rebondit sur le titre en disant, est-ce que la réponse à la question du titre, c'est le désir, ou est-ce que vous avez vraiment envie d'approfondir et de trouver, peut-être dans un prochain récit, une réponse définitive à la question que vous posez? Je ne pose pas vraiment de questions. Vous savez, il ne faut pas confondre les bandeaux des livres et l'intention de l'auteur. Le bandeau demande « Faut-il renoncer à l'amour pour toujours ?» C'est une toute petite question parmi toutes celles que je me pose dans le livre. Donc, le titre du livre, de l'essai, donc encore une fois, ce n'est pas un récit, hein, c'est vraiment un essai. Le titre du livre, « Le nouveau nom de l'amour », indique bien ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que j'essaye de voir en quoi l'amour a changé, en quoi la façon dont on se représente l'amour a changé. Et j'essaie de comprendre ça, articulé à la fois à la question du désir et à la question de la condition des femmes et de l'égalité ou la marche vers l'égalité des femmes. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour là, il me semble. Alors, il y a une question d'Aurélie. Est-ce que cet essai tient compte de cette tendance qui est très sensible en ce moment, d'une génération qui choisit d'aller vers un homme ou une femme sans genre? Tout à fait, c'est exactement pour ça que j'ai mis Gabriel dans mon livre. Enfin, une des fonctions de Gabriel, c'est que je pense vraiment qu'on peut réfléchir à l'amour à peu près indifféremment, que ce soit amour hétérosexuel ou homosexuel, ça ne change pas la donne. Mon propos ne tient pas compte de ces questions de genre, parce que je crois vraiment que l'amour entre deux femmes ou deux hommes est à peu près la même chose que l'amour dans un couple hétérosexuel. Alors tout à l'heure, vous avez donné une amorce, parce qu'il y a plusieurs, ça s'est regroupé. Vous avez parlé des femmes, de l'importance des femmes. Vous n'avez pas développé, vous avez dit que vous n'aviez pas assez de temps. Est-ce que là, vous voulez prendre le temps de développer justement le fond de votre pensée? Ça va être difficile quand même en 5 minutes. Hein. Oui, ça peut dire. Parce que c'est une question qui traverse tout le livre, en fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, en faisant cette histoire des unions, disons, des histoires du couple, on s'aperçoit que la manière dont on considère les femmes est décisive pour la manière dont on va considérer le couple. Et c'est particulièrement vrai, bien sûr, à partir, disons, de la fin du 19e siècle. Quand les femmes s'émancipent, plus elles s'émancipent, plus elles revendiquent l'égalité dans le couple, mais aussi la reconnaissance de leurs désirs, de leurs plaisirs, et de ce fait, elles se mettent à avoir des exigences à l'égard du couple. Je crois que toutes les modifications du couple, et si vous regardez l'histoire des lois
les lois qui, à partir des années 60, ont incroyablement modifié le couple. Par exemple, la transformation de l'autorité parentale, la notion de chef de famille, et puis même avant, juste après-guerre, le droit de disposer de son salaire, d'avoir un chéquier, etc. Enfin, tout ce qui s'est joué pendant le XXe siècle, tout cela, bien sûr, transforme la condition des femmes et elles n'ont plus du tout la même place dans le couple. Je crois que c'est leur volonté d'émancipation aussi qui a traîné derrière elles la modification en profondeur du couple et de la façon dont la loi considère le couple. Parfait. Il y a une question qui vient d'arriver pour Laurent. Donc, je vais la poser parce qu'elle est très intéressante. Est-ce que sa lecture d'homme était en accord avec ce livre écrit par une femme? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On se connaît bien depuis un petit moment avec Belinda et j'ai toujours partagé, en tout cas, son point de vue. Elle a un féminisme qui n'est pas le même que celui d'autres personnes. Il y a plusieurs choses qui sont en débat là-dessus. Et j'ai toujours, depuis notamment La Tentation de Pénélope, le livre dont je parlais en liminaire de la discussion, livre qui m'avait vraiment frappé, et c'est pour ça que c'est très intéressant, cette nouvelle édition avait augmenté et mise à jour de ce qui s'est passé ces derniers moments. Aussi, les positionnements qu'on a pu lire de Belinda, notamment dans Le Monde ces derniers mois, ces dernières années, suite à l'affaire MeToo, qui est une position vraiment originale et qui est la sienne. Je partage tellement ces points de vue là-dessus, ces points de vue presque militants là-dessus, que j'ai aucune peine à la lecture de ce livre à en épouser l'argument, aucune peine. Je dois dire, si je puis me permettre d'ajouter pour répondre à cette question, que si je n'avais qu'un point de vue de femme, ça serait vraiment dommage parce que ça serait la moitié de la question. Et donc, bien sûr, il se trouve que je suis une femme, donc j'écris en tant que femme. Il se trouve aussi que je suis féministe, mais il n'y a pas que les femmes qui soient féministes. Il y a des hommes, par exemple Laurent, pour ne pas le citer. Et donc, de ce point de vue de femme par hasard, si je puis dire, et de féministe, j'essaie de développer une pensée qui concerne le couple. Et je crois que c'est justement un des grands arguments du livre, et c'est pourquoi j'ai terminé de la façon que Laurent a lu. Je ne pense pas qu'on puisse concevoir le féminisme sans le penser dans le cadre de l'amour entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est une position qui n'est pas la plus répandue, puisqu'on a l'impression qu'on est à une époque de guerre des sexes assez violente, avec une séparation entre les hommes et les femmes, séparation toute théorique, parce qu'en réalité, les hommes et les femmes continuent de vivre ensemble, etc. Donc moi, j'essaye de réinscrire la problématique féministe à l'intérieur de l'amour entre les hommes et les femmes, puisque tant que les femmes n'ont pas fait scission et qu'elles ne sont pas allées vivre sur des îles désertes, à l'écart des hommes, comme des Amazones, eh bien, tant que ce moment-là n'arrivera pas, ça veut dire que nous devons négocier l'avenir de l'amour ensemble. Il y a Nicolas qui vient de poser une question. Quels auteurs ont inspiré Belinda? Quelles femmes sont emblématiques selon elle ou hommes qui ont parlé du couple? Alors, c'est une bonne question et je renvoie Nicolas à mon livre puisque j'ai parsemé le livre d'analyses de textes qui m'ont paru très éclairants. Je disais tout à l'heure que l'amour était une rêverie. Donc, cette rêverie s'incarne forcément dans la littérature. Et au fil du temps, il y a des textes qui sont donc très révélateurs. Alors, j'ai beaucoup aimé, dans ce texte, j'ai beaucoup aimé parler de Tristan et Iseult, bien sûr, parce que c'est vraiment le mythe fondateur. Mais j'ai aussi évoqué, par exemple, un très beau roman de Barbé d'Aurevilly, dans lequel une vieille maîtresse, dans lequel on voit comment le désir grandit la femme, comment le désir du personnage féminin lui donne de la puissance, ce qui me fait dire que le désir est féministe, parce qu'il grandit les femmes et parce qu'elles y déploient toute leur puissance. J'ai aussi beaucoup aimé parler de Balzac ou de Maupassant, non qu'ils fussent absolument féministes, mais en tout cas, ils posent bien la problématique des femmes au XIXe siècle et leur position très fragile à ce moment-là. J'ai évoqué aussi un autre roman qui est passionnant, qui s'appelle La Garçonne et qui date de 1922, dans lequel on voit un personnage féminin qui s'émancipe. Justement, c'est pourquoi on l'appelle La Garçonne. Donc ça aussi, c'est un livre extrêmement intéressant à lire et qui montre vraiment ce qui bascule au début du XXe siècle. Voilà, et j'ai terminé par La leçon de piano, qui n'est pas un livre, qui est un film merveilleux de Jane Campion,
qui montre, je crois, la position, le désir féminin contemporain, qui le montre dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un désir à cheval entre le souhait, qui changera peut-être un jour, mais le souhait d'une certaine masculinité bienveillante et en même temps le souhait d'émancipation féminine marqué, puisque l'héroïne dans la leçon de piano était muette et à travers l'amour et la fin de l'histoire donc va réapprendre à parler. Donc, vous voyez, c'est vraiment un plaidoyer contre la guerre des sexes et contre l'idée d'émasculer aussi les hommes en leur laissant avoir ce que j'appelle de mes voeux une masculinité ouverte, douce et pas ridiculement guerrière et viriloïde comme on l'a beaucoup vu. Parfait. Alors moi, de mon côté, je n'ai plus de questions. Est-ce que Laurent a une dernière question à poser à Belinda? Je ne sais pas s'il nous entend. Si j'avais une dernière question à poser à Belinda, pour faire la boucle par rapport à la question que posait Frédéric quand on a préparé la rencontre, Frédéric cherchait une réponse directe à la question qui effectivement figure sur le bandeau du livre. Faut-il renoncer à s'aimer pour toujours? Voilà. Alors, on pourrait reposer la question autrement. Sous le sceau de ce nouveau nom d'amour-désir, est-ce que l'amour-désir peut durer toujours, Belinda? Attention. Eh bien, cher Laurent, je n'en sais rien. Oui, non, je n'en sais rien. Il se trouve que je constate autour de moi et j'entends dire, et voilà, de part et d'autre, que l'amour-désir ne dure pas toujours. Mais je sais très bien aussi qu'il n'y a aucune loi générale pour les humains. Il y a juste des tendances générales, ce qui est très différent. Donc la tendance générale, c'est de constater un effritement du désir qui conduit à refaire des couples. Mais la tendance générale ne dit rien sur tel et tel individu. J'ajoute d'abord, donc je n'en sais rien puisque je ne suis pas dans le secret des chambres, donc je ne sais pas ce qui s'y passe, mais c'est vrai qu'autour de moi, par exemple, il y a de très nombreux couples au très long cours qui sont ensemble depuis 20, 30, 40 ans et qui ont l'air très, très heureux. Donc voilà, la réalité, c'est celle-là aussi. C'est une belle conclusion. En tout cas, Belinda. Moi, je voudrais dire aux lecteurs qui nous ont écoutés et qui n'ont pas encore lu votre essai qu'il faut aller en librairie, soit chez Laurent Layet à Caen, à la librairie Brouillon de Culture, se procurer l'essai, donc Le nouveau nom de l'amour. Vous trouverez plein de choses dans cet essai. Vraiment, c'est passionnant. C'était passionnant de vous entendre tous les deux parler de ça. Vous le trouverez aussi sur la page Un endroit où aller. Vous avez un petit bouton à cet effet qui fait que vous pouvez cliquer. Vous allez être redirigé vers des plateformes de librairie indépendantes. Je vais vous remercier. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais dire que demain, alors là, on était dans le désir, l'amour. Demain, on va passer à la grâce parce que nous recevons Thibaut de Montaigu qui a sorti La Grâce aux éditions Plomb. Belinda, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce merveilleux essai. Merci Laurent d'avoir animé cette rencontre. Je vous laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Aimons-nous les uns les autres? C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, on va essayer. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt, j'espère.